BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Benahouda, bonjour. Bonjour. On commence cette semaine par cette étude qui a fait beaucoup de bruit, une étude japonaise selon laquelle le PIB de la Chine ne dépassera jamais celui des États-Unis. Alors jamais, il faut jamais dire jamais. Quoi qu'il en soit, c'est la thèse que tiennent Atsushi Tomiyama et une demi-douzaine de ses collègues du Centre japonais de recherche économique à Tokyo. Le croisement des courbes des produits intérieurs bruts nominaux était censé s'opérer en 2028, puis l'échéance a été repoussé à 2033 et eux nous disent que dans cette nouvelle projection qui date de la mi-décembre, même après 2036, cela devient illusoire. En tout cas, en fonction des paramètres que ces économistes-là japonais ont combinés, ils ont pris ceux du novembre dernier. Pour eux, lorsqu'on cumule les restrictions politiques du troisième mandat de Xi Jinping, le président chinois, la stratégie de zéro Covid qui était encore à la mi-décembre en vigueur, le découplage fondamental industriel et technologique avec les États-Unis, cela éloigne irrémédiablement la Chine de ce croisement des courbes. Ce travail de projection s'appuie sur des facteurs entravés de travail, de capital et de productivité. C'est très important à leurs yeux. Et ils introduisent également un autre élément majeur d'incertitude quant à ce croisement des courbes, celui d'une éventuelle guerre pour Taïwan. Et puis, il y a la contraction qui est enclenchée, et chacun sait cela, de la population active qui ne permet plus d'escompter un effet d'accélération pour surmonter ce cumul de handicaps présumés. Alors, par rapport au scénario initial, ça signifierait que la Chine perdrait entre 2025 et 2035 en cumulé quelques 18 000 milliards de dollars de richesse nationale. 18 000 milliards de dollars, c'est l'équivalent d'une année de produit intérieur brut chinois, celle de 2021. C'est dire l'extrême écart qu'il faut rattraper. Et puis, tout ceci ne relève bien entendu que l'exercice de prévision de macroéconomistes. Un dernier point, pour montrer que ce n'est pas une vision japonaise quant à cet adversaire chinois. Il nous dit, ces économistes, que le Japon perdrait son troisième rang mondial dans 2 ans. C'est-à-dire dès 2025. La dernière fois que l'économie japonaise était quatrième, c'était en 1966, et c'est l'Inde qui deviendra la troisième économie mondiale dans 2 ans. Eh bien l'Inde, justement, vous éclairez, Benahouda, un aspect intéressant des relations entre l'Inde et la Chine, deux pays qu'on présente comme rivaux. Et pourtant, ce sont les médicaments génériques indiens qui sauvent des vies dans la Chine frappée par le Covid. Oui, alors c'est une spécialiste indienne des relations avec la Chine qui entend l'expliquer. Antara Gosal Singh est diplômée de l'université Tsinghua de Pékin, l'une des plus prestigieuses en Chine. Et elle travaille actuellement pour la fondation stratégique ORF à New Delhi. Elle est partie du constat que le moteur de recherche Sina Weibo a été énormément sollicité ces derniers temps pour des médicaments génériques indiens contre le Covid. Faute de réserves suffisantes, différentes plateformes de commerce en ligne en Chine sont alors amenées à passer en mode de prévente de ces génériques fabriqués en Inde. Et la demande a été telle que l'envoi postal entre les deux pays est limité à 2 boîtes seulement. Et cela reprend jusqu'à 20 jours entre ces deux nations voisines, frontalières, rappelons-le. Il existe 4 types de ces médicaments indiens qui proviennent de laboratoires pharmaceutiques essentiellement liés à de grands groupes américains. Les foyers chinois les stockent en fait parce qu'ils redoutent qu'en cas de symptômes graves, ils ne puissent pas en disposer pour leurs aînés, notamment s'ils venaient à arriver trop tard à l'hôpital. Et il faut noter que ce produit indien, disponible sans ordonnance, est vendu à moitié prix par rapport à ce qui se trouve légalement sur le marché chinois. Mais l'État chinois considère toujours et encore que c'est illégal, cette vente de génériques indiens. Et non seulement pour les anti-Covid, mais l'ensemble des génériques indiens. Les anticancéreux, à prix cassé, ne peuvent pas traverser la frontière. Et la chercheuse raconte qu'il y a une forme de dépit national chinois, que cette Inde, vue comme sale, pauvre et en retard, je cite, soit capable de réaliser quelque chose que la Chine, avec toutes ses promesses, toutes ses prouesses, je cite encore, ne puisse pas faire, c'est-à-dire sauver la vie de ses propres gens modestes. Et malgré toute la publicité négative, dit-elle, les commentateurs chinois se rangent de plus en plus nombreux à cette idée qu'il faut maintenant légaliser ces génériques indiens. Les médias en Inde, vous imaginez, n'ont pas manqué de faire écho à cet écrit d'Antara Gosal Singh. Certains d'entre eux le perçoivent comme un motif légitime de fierté. Enfin, le défi de l'industrie de défense américaine
des bacs vides dans un environnement de guerre. Oui, c'est un inventaire effectué par un ancien très haut fonctionnaire du Pentagone et qui dirige à présent un département du CSIS. Le CSIS, c'est l'un des plus importants centres d'études stratégiques aux États-Unis, ce qui, vous l'imaginez, lui a ouvert de très nombreuses portes un peu partout, que ce soit dans l'industrie ou dans l'administration. Ouais. Alors pour Seth Jones, l'aide en équipement militaire qu'apporte de plus en plus massivement son pays à l'Ukraine est en train tout simplement d'épuiser les stocks des armées américaines si l'on se place dans une perspective qui reste encore hypothétique d'une guerre conventionnelle face à la Chine, encore une fois, pour l'empêcher de s'emparer de Taïwan. Et contrairement à ce que beaucoup pensent ou veulent donner à penser, l'industrie militaire américaine ne serait plus en mesure de tenir les délais de livraison dans un tel scénario. Et ce rapport recommande donc de réexaminer l'ensemble des procédures administratives, l'ensemble des différents besoins en munitions. Pour l'auteur, il s'agit d'offrir aux fournisseurs des horizons dégagés de production pour qu'ils puissent relancer les lignes mises à l'arrêt. Je vous donne un seul exemple, parmi tant d'autres, le britannique BAE Systems, qui doit disposer, dit-il, d'au moins 150 commandes d'obusiers M777 de 155 mm sur plusieurs années pour justifier, le cas échéant, de relancer ces chaînes de fabrication. Et or, ces équipements sont envoyés actuellement par dizaines et dizaines à Kiev, et ils sont puisés ou dans les stocks américains. Donc il risque d'y avoir une pénurie grave, très grave à ses yeux. Alors le rythme de production des missiles de précision à longue portée également inquiète cet expert. D'après lui, le temps que met le constructeur américain Lockheed Martin ne tiendrait pas en cas de conflit, là encore, autour de Taïwan. Et Seth Jones estime que Washington ne peut plus maintenant compter à ce point sur ses propres forces industrielles. Il plaide donc pour une accélération d'un système de transfert de technologies dites sensibles dans ce domaine vers les alliés les plus proches de l'Amérique. Et il présente cela avant tout comme une affaire de dissuasion vis-à-vis de la Chine. L'Occident doit se rebâtir une industrie militaire. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.